Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple appel téléphonique puisse transformer ma vie en cauchemar éveillé. C'était ma sœur Élise qui m'appelait depuis son bureau au 47e étage de la Tour Cristal à La Défense, sa voix tremblante trahissant une peur que je ne lui connaissais pas. « Sophie, ils savent que je sais », avait-elle murmuré dans le combiné, ces mots à peine audibles par-dessus le bourdonnement de la climatisation de son cabinet d'avocat prestigieux. Dehors, Paris scintillait dans la nuit de février, mais dans sa voix, j'entendais déjà les ombres qui l'entouraient. 3 heures plus tard, les caméras de sécurité de l'immeuble montraient ma brillante sœur, Maître Élise Varnier, pénétrant seule dans l'ascenseur numéro 3 à 23h47. Elle portait son tailleur Chanel noir préféré et serrait contre elle sa mallette en cuir Louis Vuitton contenant, selon ses propres mots, de quoi faire tomber tout un réseau. À 23h49, les portes de l'ascenseur s'ouvraient au rez-de-chaussée. Mais quand le gardien de nuit s'approcha pour vérifier, la cabine était complètement vide. Pas de traces, pas de sang, pas même un parfum de son Dior sauvage habituel. Comme si Élise s'était littéralement évaporée entre le 47e étage et le hall d'entrée. Aujourd'hui, 6 mois après cette nuit maudite, je sais enfin la vérité sur ce qui s'est passé dans cet ascenseur. Une vérité si terrible qu'elle pourrait coûter la vie à quiconque oserait la révéler. Mais je n'ai plus le choix. Le silence me tue autant que lui a tué ma sœur. Je m'appelle Sophie Varnier-Monclerc. Pendant des années, j'ai vécu dans l'ombre dorée de ma sœur aînée Élise, brillante avocate spécialisée dans le droit des affaires internationales. Tandis qu'elle évoluait dans les cercles les plus fermés du pouvoir parisien, défendant des multinationales et des fortunes incalculables, je me contentais de gérer discrètement son patrimoine personnel depuis mon bureau de gestion de fortune dans le 16e arrondissement. Notre famille avait toujours baigné dans ce monde de privilèges. Notre père, ancien ministre des Finances, nous avait ouvert les portes des salons les plus exclusifs. Élise avait épousé cette vie avec une passion dévorante, collectionnant les victoires juridiques comme d'autres collectionnent les œuvres d'art. Son appartement avenue Foch, ses week-ends dans sa propriété de Deauville, ses dîners avec les plus grandes fortunes de France, tout cela composait un tableau parfait. Mais derrière cette façade immaculée se cachaient des secrets que même moi, sa confidente la plus proche, je n'imaginais pas. Des secrets si explosifs qu'ils ont fini par la rattraper dans la cabine métallique d'un ascenseur, quelque part entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire, non pas comme une enquêtrice, mais comme une sœur brisée qui a passé 6 mois à reconstituer les derniers moments de celle qu'elle aimait le plus au monde. Les 3 semaines précédant sa disparition, Élise avait changé. Elle, qui ne manquait jamais nos déjeuners du jeudi au Meurice, avait annulé 2 fois de suite, prétextant des urgences clients qui sonnaient faux dans sa bouche habituellement si assurée. Quand je la croisais dans les couloirs de son cabinet Varnier & Associés, elle sursautait au moindre bruit, vérifiait constamment son téléphone et jetait des regards inquiets vers les fenêtres de son bureau. Le 12 février, elle m'avait invité dans son appartement avenue Foch pour ce qu'elle appelait une conversation importante. Je me souviens parfaitement de cette soirée. Elle avait fait servir du champagne Dom Pérignon 2010 par Maria, sa gouvernante philippine, mais n'y avait pas touché. Au lieu de cela, elle arpentait le salon aux murs couverts de toiles de maître, ses talons loup-boutin claquant nerveusement sur le parquet de Versailles. « Sophie, j'ai découvert quelque chose d'énorme », m'avait-elle confié ce soir-là, sa main tremblant légèrement alors qu'elle me tendait un dossier épais. Un réseau de corruption qui va des plus hauts magistrats de France jusqu'au conseil d'administration des plus grandes multinationales européennes. Des sommes d'argent qui se chiffrent en milliards d'euros, des décisions de justice achetées, des législations rédigées sur mesure. Dans ce dossier, j'avais découvert des documents que jamais le grand public n'aurait dû voir. Des virements bancaires suspects vers des comptes offshore, des enregistrements audio de conversations compromettantes, des contrats secrets entre des juges et des lobbies industriels. Le nom qui revenait le plus souvent était celui de Marcus Kleinfeld, magnate de l'immobilier et proche du président de la République. « Comment as-tu obtenu tout cela ?» lui avais-je demandé, le cœur battant. Sa réponse m'avait glacé le sang. « Mon client du dossier Prometheus International, il était en fait un informateur. Il m'a tout donné avant de mourir dans cet accident de voiture la semaine dernière. Sophie, ils l'ont tué, j'en suis certaine. » Les jours suivants, Élise avait pris des précautions drastiques. Elle avait changé tous ses codes d'accès, licencié 2 employés de son cabinet sans explication et installé un système de sécurité militaire dans son appartement. Elle ne sortait plus qu'accompagnée de Vincent, son chauffeur garde du corps, un ancien militaire des forces spéciales qu'elle payait une fortune pour sa discrétion absolue. Le 18 février, Vincent m'avait appelé, inquiet. « Mademoiselle Sophie, votre sœur devient paranoïaque. Elle me demande de vérifier 3 fois chaque voiture qui nous suit, elle change d'itinéraire constamment, elle refuse même de prendre l'ascenseur de son immeuble de bureau. Hier, elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'être observée en permanence.
Cette même semaine, Élise avait contacté 3 journalistes d'investigation différents. Marie Dubois du Figaro, Antoine Morel de Mediapart et Sarah Chen de France Inter. Elle leur avait donné rendez-vous pour le 22 février, soit 2 jours après sa disparition. « J'ai besoin d'être sûr que l'information sortira, même s'il m'arrive quelque chose », m'avait-elle expliqué lors de notre dernier déjeuner au Bristol. Le 20 février au matin, jour de sa disparition, elle m'avait envoyé un message étrange. « Sophie, si tu ne reçois pas de nouvelles de moi avant minuit, va récupérer le paquet que j'ai caché dans notre cachette d'enfance. Tu sais laquelle ? Et surtout, ne fais confiance à personne du cabinet. Personne. » C'était le dernier signe de vie que j'ai reçu d'elle avant cet appel terrifié depuis son bureau, 3 heures avant qu'elle ne disparaisse dans cet ascenseur maudit. Maintenant, je sais que ces derniers jours, Élise était consciente du danger mortel qui la guettait. Elle avait essayé de se protéger, mais contre des adversaires si puissants, aucune précaution n'était suffisante. Ils avaient déjà décidé de son sort, et l'ascenseur n'était que l'instrument de leur vengeance. La cachette d'enfance dont parlait Élise dans son dernier message se trouvait dans notre ancienne maison familiale de Neuilly-sur-Seine, désormais transformée en musée privé par notre père. Derrière une bibliothèque pivotante du bureau paternel, nous avions aménagé un petit espace secret où nous stockions nos trésors d'adolescente. C'est là que j'ai trouvé, le 21 février au matin, une mallette métallique contenant les véritables preuves de ce qu'Élise avait découvert. Les documents révélaient un système de corruption d'une ampleur inouïe. Marcus Kleinfeld, le magnat de l'immobilier, avait créé un réseau tentaculaire baptisé Cercle Prométhée, du nom de la société écran qu'Élise défendait officiellement. Ce réseau comptait parmi ses membres 12 des plus hauts magistrats de France, 15 députés européens, 8 ministres en exercice et les PDG de 23 multinationales européennes. Le système fonctionnait avec une simplicité terrifiante. Les entreprises membres versaient des contributions de plusieurs millions d'euros sur des comptes bancaires suisses gérés par Kleinfeld. En échange, elles obtenaient des décisions de justice favorables, des contrats publics juteux, et surtout, l'assurance que toute enquête les concernant serait enterrée. Les magistrats corrompus touchaient entre 50 000 et 500 000 euros par service rendu, somme camouflée en honoraires de conseils fictifs. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'était de découvrir l'implication de personnes que nous connaissions personnellement. Jean-Baptiste de Montmorency, ami d'enfance de mon père et ancien témoin de son mariage, apparaissait dans les comptes comme bénéficiaire de 2,3 millions d'euros. En échange, ce juge à la Cour de cassation avait fait annuler plusieurs procédures contre des entreprises du groupe Kleinfeld. Plus troublante encore, Élise avait découvert que le réseau ne se contentait pas de corruption financière. Dans une section intitulée « Assurance spéciale », j'ai trouvé des photos compromettantes de plusieurs personnalités politiques et judiciaires prises lors de soirées privées dans la propriété de Kleinfeld à Marbella. Ces clichés, visiblement pris à leur insu, montraient en des scènes d'une nature extrêmement intime et compromettante. Le dossier révélait également comment Élise avait découvert ce réseau. Son client officiel, Pierre Malakoff, directeur financier de Prometheus International, était en réalité un agent de la Direction générale de la sécurité intérieure. Il infiltrait le réseau depuis 2 ans sur ordre direct de l'Élysée dans le cadre d'une enquête secrète sur la corruption des élites. Sa mort accidentelle avait eu lieu le jour même où il devait remettre ses preuves définitives aux autorités. Mais le plus glaçant était la dernière note d'Élise, datée du 19 février. J'ai compris pourquoi Malakoff a été éliminé. Le réseau Prométhée ne se contente pas de corrompre le système judiciaire et politique français. Il s'agit d'une opération d'influence étrangère. Les fonds transitent par des banques russes et chinoises. Kleinfeld n'est qu'un prête-nom. Les véritables commanditaires cherchent à déstabiliser l'Union européenne de l'intérieur. Cette révélation donnait une dimension géopolitique terrifiante à l'affaire. Il ne s'agissait plus simplement de corruption, mais d'une tentative d'infiltration des plus hautes sphères du pouvoir européen par des puissances étrangères hostiles. Élise était tombée sur l'une des opérations d'espionnage les plus sophistiquées de l'histoire moderne. Dans les dernières pages du dossier, ma sœur avait listé tous les membres du réseau qu'elle avait identifiés. La liste comportait 127 noms, allant du simple greffier de tribunal au ministre de la Justice en personne. À côté de certains noms, elle avait inscrit des montants, les sommes perçues par chacun. Le total général dépassait les 400 millions d'euros sur 3 ans. En découvrant ces documents, j'ai enfin compris pourquoi Élise était si terrifiée dans ces derniers jours. Elle ne luttait pas contre de simples corrompus, mais contre un système organisé ayant les moyens et la volonté de faire disparaître quiconque menaçait son existence. L'ascenseur de la Tour Cristal n'était que le dernier acte d'une tragédie orchestrée dans les plus hautes sphères du pouvoir. Pour comprendre comment le réseau Prométhée avait pu infiltrer si profondément les institutions françaises, j'ai dû me plonger dans l'histoire personnelle de Marcus Kleinfeld. Cet homme de 58 ans,
discret, malgré sa fortune estimée à 3,2 milliards d'euros, était arrivé en France en 1995 avec un passeport suisse et des recommandations de la plus haute bourgeoisie genevoise. Très vite, il s'était imposé dans l'immobilier de luxe parisien grâce à des projets pharaoniques et des relations politiques impeccables. Ce que le grand public ignorait, c'est que Kleinfeld organisait depuis 15 ans des réceptions d'une élégance raffinée dans son hôtel particulier du 7e arrondissement. Ces soirées, surnommées « les jeudis de Prométhée » par les initiés, réunissaient l'élite du pouvoir français dans un cadre somptueux. Champagne Krug, caviar au cétra, orchestre de chambre et conversations feutrées dans des salons aux boiseries classées monuments historiques. L'invitation à ces soirées était considérée comme un sésame vers les plus hautes sphères. Élise elle-même y avait été conviée à plusieurs reprises en tant qu'avocate du groupe Prometheus. Elle m'avait décrit l'atmosphère particulière de ces événements. On se croirait à Versailles, sous l'Ancien Régime. Tout le monde se connaît, tout le monde se doit des faveurs, et les vraies affaires se traitent entre le foie gras et le cognac Hennessy Paradis. Mais derrière cette façade mondaine se cachait un mécanisme d'influence d'une redoutable efficacité. Kleinfeld ne corrompait pas ses invités avec de vulgaires liasses de billets. Il les séduisait avec un art de vivre à la française poussé à son paroxysme. Week-end dans son château de la Loire, croisière sur son yacht de 80 mètres, ancré à Monaco, chasse privée dans ses domaines de Sologne. Ces privilèges créaient une dépendance psychologique plus forte que l'argent. Le génie de Kleinfeld résidait dans sa capacité à identifier les faiblesses de chacun. Pour le juge Montmorency, amateur d'art et collectionneur compulsif, il avait offert un monnaie authentique évalué à 15 millions d'euros, officiellement en prêt temporaire pour sa collection privée. Pour la ministre de l'Environnement, passionnée d'équitation, il avait mis à disposition son haras normand et ses pur sang arabes. Chaque cadeau était calculé pour créer une obligation morale irrésistible. Élise avait découvert que ces générosités apparentes cachaient un système de chantage sophistiqué. Tous les invités des soirées étaient discrètement filmés par des caméras invisibles installées dans les salons privés de l'hôtel particulier. Les moments les plus compromettants, indiscrétions politiques, aveux de corruption, comportements intimes, étaient soigneusement archivés par une équipe de spécialistes dirigée par Ivan Kozlov, ancien agent du FSB reconverti dans le conseil en sécurité privée. Cette découverte expliquait l'emprise psychologique de Kleinfeld sur ses amis. Une fois entré dans le cercle de Prométhée, il ne pouvait plus en sortir sans risquer de voir leurs secrets les plus intimes révélés au grand jour. Le magnate suisse détenait ainsi un pouvoir de vie ou de mort sociale sur une centaine des personnalités les plus influentes de France. Mais le plus inquiétant était l'origine réelle des fonds qui alimentaient ce système. En remontant les flux financiers, Élise avait découvert que l'argent provenait principalement de 3 sources. La banque privée de Moscou, contrôlée par des oligarques proches du Kremlin, la China Investment Corporation, fonds souverain chinois, et surtout un consortium de multinationales pétrolières et minières dirigées depuis Dubaï par des hommes d'affaires aux identités soigneusement dissimulées. Ces révélations transformaient radicalement la perception de l'affaire. Il ne s'agissait plus d'un simple réseau de corruption à la française, mais d'une opération d'influence internationale visant à compromettre l'indépendance de la justice et du pouvoir politique français. Élise était tombée sur une tentative de colonisation douce des élites européennes par des puissances étrangères, utilisant l'appât du luxe et du pouvoir pour transformer nos dirigeants en agents d'influence inconscients ou complices. En comprenant cette dimension géopolitique, j'ai réalisé que ma sœur n'avait pas seulement découvert un scandale de corruption. Elle avait mis à jour une opération de déstabilisation de l'État français, orchestrée avec une patience et une sophistication dignes des plus grands services de renseignement mondiaux. Sa disparition n'était pas un accident, c'était un acte de guerre silencieux. Dès le lendemain de la disparition d'Élise, j'ai senti que l'enquête officielle suivrait un cours préétabli. Le commissaire divisionnaire François Moreau, officiellement chargé de l'affaire, m'avait reçu dans son bureau du 36 quai des Orfèvres avec une courtoisie glaciale qui m'avait immédiatement mis en alerte. Cet homme de 55 ans, réputé pour son intégrité légendaire, évitait soigneusement mon regard quand je lui parlais des craintes d'Élise concernant sa sécurité. « Madame Moncler, m'avait-il dit de sa voix monocorde, nous avons affaire à une disparition inexpliquée, certes troublante, mais sans aucun élément permettant de suspecter un acte criminel. Les analyses donc techniques de l'arc de l'ascenseur n'ont révélé aucun dysfonctionnement. Votre sœur a peut-être choisi de disparaître volontairement pour des raisons personnelles que nous ignorons. » Cette théorie absurde m'avait révolté, mais j'avais senti qu'insister serait vain. En sortant du 36, j'ai croisé Vincent, l'ancien chauffeur-garde du corps d'Élise, qui m'attendait dans un café nearby. Cet homme, habituellement si sûr de lui, tremblait en me racontant ce qui s'était passé les jours suivant la disparition. « Mademoiselle Sophie, ils m'ont convoqué 3 fois.
Il voulait m'en savoir tout ce que votre sœur m'avait dit, tous les endroits où nous étions allés, toutes les personnes qu'elle avait rencontrées. Mais le plus étrange, c'est qu'il connaissait déjà toutes les réponses. Vincent m'avait également révélé un détail troublant que la police avait soigneusement omis de mentionner. Le soir de la disparition, j'ai vu 3 hommes en costume sortir de l'immeuble par l'issue de secours du parking souterrain, exactement à 23h51, soit 2 minutes après que l'ascenseur s'est ouvert vide au rez-de-chaussée. J'ai donné leur description à la police, mais bizarrement, les caméras de surveillance du parking avaient mystérieusement cessé de fonctionner cette nuit-là. Intrigué par ces révélations, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Mon premier contact fut Marie Dubois, la journaliste du Figaro qu'Élise devait rencontrer le 22 février. Cette femme de 45 ans, spécialiste des affaires politico-financières, m'a reçu dans son bureau de la rue du Louvre avec une nervosité palpable. « Votre sœur m'avait promis le scoop du siècle », m'a-t-elle confié. Mais depuis sa disparition, ma hiérarchie m'a formellement interdit de creuser cette piste. Plus troublant encore, Marie m'avait appris que les 2 autres journalistes contactés par Élise avaient subi des pressions similaires. Antoine Morel de Mediapart avait été muté sur un autre dossier par ses supérieurs, tandis que Sarah Chen de France Inter avait mystérieusement perdu tous ses contacts sources dans l'administration. On nous fait comprendre que certains sujets sont intouchables, m'avait expliqué Marie, et l'affaire Prométhée en fait visiblement partie. Ma tentative d'approcher directement Marcus Kleinfeld s'était soldée par un échec cuisant. Son assistant, joint par téléphone, m'avait répondu avec une politesse glaciale que « Monsieur Kleinfeld ne reçoit que sur rendez-vous préalable, et uniquement pour des affaires relevant de ses activités professionnelles ». Quand j'avais insisté en mentionnant ma qualité de sœur d'Élise Varnier, la communication avait été immédiatement coupée. C'est alors que j'ai compris à quel point le réseau Prométhée était puissant et organisé. En l'espace de 48 heures, tous mes contacts habituels dans la magistrature et la politique se sont subitement montrés indisponibles ou évasifs. Des amis de longue date évitèrent mes appels, des relations professionnelles prétextaient les urgences pour reporter nos rendez-vous. Il était évident qu'un mot d'ordre avait circulé. Sophie Varnier-Monclerc était devenue une personne non recommandable. La confirmation de mes soupçons est venue d'une source inattendue. Maître Jean-Claude Petitjean, ancien associé de mon père et parrain d'Élise, ce vieux sage du barreau parisien m'avait convoqué dans son bureau feutré de l'avenue Hoche pour une conversation qui restera gravée dans ma mémoire. « Sophie, ma petite, tu joues avec le feu. Ce que ta sœur a découvert dépasse tout ce que tu peux imaginer. Ces gens-là ont les moyens de faire disparaître non seulement les preuves, mais aussi les témoins. » Avant de me congédier, il m'avait glissé une phrase qui m'avait glacé le sang. « Si tu veux vraiment honorer la mémoire d'Élise, cesse immédiatement tes recherches et quitte la France quelques mois. Il y a des vérités qu'il vaut mieux laisser enterrer si l'on tient à rester en vie. » Ces mots, prononcés par l'homme le plus intègre que je connaisse, m'avaient fait comprendre que j'étais désormais dans le collimateur du réseau Prométhée. Malgré les avertissements, je ne pouvais me résoudre à abandonner. Le 15 mars, exactement 1 mois après la disparition d'Élise, j'ai reçu un appel anonyme sur mon téléphone personnel. Une voix d'homme déformée électroniquement m'a donné rendez-vous dans un parking souterrain de la Défense, non loin de la tour Cristal où ma sœur avait disparu. Si vous voulez savoir ce qui est vraiment arrivé à votre sœur, venez seul à 22h, place 347, niveau 3. Ce soir-là, le cœur battant, j'ai descendu les rampes du parking plongé dans une semi-obscurité. L'homme qui m'attendait était un quinquagénaire nerveux, portant une casquette et des lunettes de soleil, malgré l'éclairage artificiel. « Je suis technicien en maintenance des ascenseurs », m'a-t-il dit d'emblée. J'étais dans l'immeuble cette nuit-là, et j'ai vu des choses que je n'aurais jamais dû voir. Son témoignage a bouleversé ma compréhension des événements. « L'ascenseur numéro 3 a bien été trafiqué ce soir-là », m'a-t-il révélé. Mais pas par des amateurs. Ces hommes connaissaient parfaitement le système. Ils avaient installé un mécanisme permettant d'ouvrir une trappe dans le plancher de la cabine, donnant accès au sous-sol technique de l'immeuble. Votre sœur n'a pas disparu. Elle n'a pas été extraite de l'ascenseur par cette voie détournée. Plus troublant encore, cet homme m'avait expliqué que l'opération avait été préparée des semaines à l'avance. Les modifications techniques avaient été réalisées progressivement, par petites touches, pour ne pas éveiller les soupçons. Le système de trappe était télécommandé et indétectable une fois refermé. Après l'opération, tout a été remis en état normal. C'est pour cela que l'enquête officielle n'a rien trouvé d'anormal. Quand je lui ai demandé ce qu'était devenue Élise après son extraction de l'ascenseur, son visage s'est assombri. Je ne peux pas vous le dire avec certitude, mais j'ai vu 3 véhicules quitter le garage souterrain entre minuit et minuit 30. L'un d'eux était une ambulance privée sans marquage officiel. Les 2 autres étaient des berlines noires aux vitres teintées. Ces détails concordaient avec le témoignage de Vincent sur les hommes en costume aperçus près de l'issue de secours. Avant de disparaître dans la nuit, l'homme m'avait laissé une dernière révélation terrifiante. « Mademoiselle, votre sœur n'était pas la première.
Au cours des 5 dernières années, j'ai assisté à 3 autres disparitions, similaires dans des immeubles de la Défense. À chaque fois, la même méthode, les mêmes équipes, la même efficacité, et à chaque fois, les victimes étaient des personnes qui gênaient de puissants intérêts financiers. Cette information m'a amené à faire des recherches sur les autres disparitions évoquées. J'ai découvert les cas de Thomas Leroux, auditeur à la Cour des comptes qui enquêtait sur des détournements de fonds européens, disparus en septembre 2019. Celui de Dr Patricia Moulin, médecin légiste qui avait découvert des irrégularités dans plusieurs décès suspects de dirigeants d'entreprises, volatilisés en mars 2021. Et celui de David Kessler, journaliste financier du Monde qui s'apprêtait à publier une enquête sur l'évasion fiscale des multinationales, évanoui en juin 2022. Tous ces cas présentèrent des similitudes troublantes. Des personnes ayant découvert des informations compromettantes sur des réseaux de pouvoir, des disparitions inexpliquées dans des lieux ultra sécurisés, des enquêtes officielles rapidement classées sans suite, et surtout, un silence médiatique total sur ces affaires pourtant extraordinaires. En recoupant tous ces éléments, j'ai fini par comprendre la véritable dimension du réseau Prométhée. Il ne s'agissait pas seulement d'un système de corruption, mais d'une organisation criminelle transnationale capable d'éliminer physiquement quiconque menaçait ses intérêts. Élise était devenue une cible dès l'instant où elle avait découvert l'existence de ce réseau. Aujourd'hui, 6 mois après sa disparition, je sais qu'Élise est probablement morte. Mais je sais aussi que sa mort n'aura pas été vaine si son sacrifice permet de révéler au grand jour l'existence de ce cancer qui ronge nos institutions. Car derrière la façade dorée du pouvoir et de l'argent se cache une réalité bien plus sombre, celle d'un système organisé pour broyer quiconque ose dire la vérité. 6 mois après cette nuit maudite de février, je continue de porter le poids de cette vérité que ma sœur a payée de sa vie. Chaque matin, en me réveillant dans l'appartement londonien où j'ai trouvé refuge, je repense à son courage et à sa détermination face à des forces qui la dépassaient. Élise savait qu'elle risquait tout en révélant l'existence du réseau Prométhée, mais elle a choisi de se battre pour la justice plutôt que de se soumettre au silence. Son sacrifice m'obsède autant qu'il m'inspire. Aujourd'hui, je me pose la question qui me hante depuis des mois. Dans une société où la vérité peut coûter la vie, où l'argent et le pouvoir corrompent jusqu'aux gardiens de la justice, que reste-t-il de nos valeurs démocratiques ? L'ascenseur sans retour de la tour Cristal est devenu pour moi le symbole de tous ces espaces où la vérité disparaît, où les témoins gênants s'évaporent, où la justice se perd entre 2 étages du pouvoir. Mais l'histoire d'Élise ne s'arrête pas là. Car bientôt, je vous raconterai comment j'ai découvert l'existence d'autres réseaux similaires, d'autres disparitions inexpliquées, d'autres vérités enfouies dans les couloirs feutrés du pouvoir européen. L'ascenseur d'Élise n'était que le début d'un voyage au cœur des ténèbres de notre époque. Une époque où certains secrets valent plus cher que la vie humaine.